vieux château perché sur un rocher qui surplombe la mer. Le jour où je fus libéré, un fort vent du sud-ouest soufflait à vous couper la respiration, et, dans le ciel balayé, le soleil était aveuglant. Était-ce le vent, le soleil ou encore l'ivresse de la liberté, mais je me sentais tout étourdi. Aussi, en traversant la cour où le directeur, debout dans le soleil, parlait à un geôlier, je ne pus m'empêcher de lui crier « Au revoir, monsieur le directeur ». Je m'en mordis aussitôt les doigts, car Dieu sait si cet au revoir était important. On eût pu croire que j'avais l'intention de revenir, ou la ferme conviction que ce retour était inévitable. Le directeur, un brave homme, sourit et corrigea en me faisant un geste de la main. « Adieu, veux-tu dire ?» Et je répétai « Oui, adieu, monsieur le directeur. » Mais trop tard, car la bêtise était dite, et je ne pouvais la rattraper. Cet au revoir continua à résonner à mes oreilles pendant tout mon voyage, et même à Rome, quand je me retrouvai chez moi. Peut-être fut-ce à cause de l'accueil, affectueux bien sûr, de la part de maman, mais de la part des autres, pire que je ne me l'étais imaginé. Mon frère, un garçon sans cervelle, était sur le point de sortir pour sa partie de football et se contenta de me dire « Hey, bonjour Rodolpho ». Ma sœur, cette harpie fanfreluchée, s'enfuit littéralement de la chambre en criant qu'elle s'en irait si je restais à la maison. Quant à mon père, qui ne parlait jamais, il se borna à me rappeler que mon poste m'attendait à la menuiserie et que, si je voulais, je pouvais commencer à travailler le jour même. Puis tous s'en allèrent et je restai seul avec maman. Elle faisait la vaisselle et la cuisine, debout devant l'évier, toute petite et débraillée, ses cheveux gris en désordre, les pieds enfilés dans d'énormes pantoufles de feutre à cause de ses rhumatismes. Elle se mit, tout en rinçant les assiettes, à me faire un sermon qui, à dire la vérité, quoique plein de bonnes intentions, était pire pour moi que les hurlements de ma sœur et l'indifférence de mon père et de mon frère. Et que me disait-elle? Ces mêmes choses que disent toutes les mères, sans tenir compte, comme d'habitude, que dans le cas présent, le bon droit était de mon côté, car j'avais frappé pour me défendre, et j'aurais pu le démontrer au procès sans ce faux témoignage de Guglielmo. Mon cher fils, tu vois à quoi mène la violence. Écoute ta mère, qui est la seule à t'aimer, et qui a souffert de ton absence plus que la Madone des 7 douleurs. Écoute-moi, ne sois plus violent. Dans la vie, mieux vaut subir 100 fois que nuire une seule fois. Ne sais-tu pas que celui qui se sert de l'épée périt par l'épée? Même si tu as toutes les raisons pour toi, par la violence, tu te mets dans ton tort. Jésus, on lui a bien fait violence en le mettant en croix, mais il a pardonné à tous ses ennemis, et tu voudrais être plus que Jésus. Et ainsi de suite. Que pouvais-je lui dire? Qu'elle ne voyait pas juste. La violence, c'est moi qui l'avais subie. La faute était entièrement à cette saleté de Guglielmo. C'est l'autre qui aurait dû aller en prison. Mais je préférais me taire, me lever et m'en aller. J'aurais pu me rendre à la menuiserie rue Saint-Théodore, où mon père m'attendait avec les autres compagnons, mais je ne me sentais pas le courage d'aller, le jour même de mon retour, et comme si rien ne s'était passé, reprendre ma veste à un clou pour enfiler ma blouse dont les taches de colle et de graisse dataient de 2 ans auparavant. Et puis je voulais jouir de la liberté, sans souci, revoir Rome, penser à mes affaires. Aussi décidai-je que, pour ce jour-là, j'irais me promener, remettant le travail au lendemain. Nous habitions du côté de la rue Giulia. Je me dirigeais vers le pont Garibaldi. En prison, je pensais que, une fois revenu à Rome, libre, les choses m'apparaîtraient différentes, au moins les premiers jours, différentes d'une façon particulière, suivant le sentiment que j'éprouverais en les revoyant, plus allègre, neuve, belle, tentante. Rien n'avait
séjourner de sirocco fréquentes à Rome. Le ciel était d'un gris sale, l'air lourd et une torpeur accablée semblaient peser jusque sur les pierres des maisons. Tout en cheminant, je retrouvais les choses pareilles à elles-mêmes, aujourd'hui comme autrefois, sans nouveauté et sans joie. Les chars rassemblés au coin de la rue devant les petits tas de détritus, les Vespasiennes, les graffitis, les abats et les vives untelles sur les murs, les femmes assises au seuil de leurs boutiques, bavardant, les jambes écartées, les églises avec l'aveugle et l'estropié sur les marches, les petites charrettes de figues sèches et d'oranges, les kiosques à journaux avec leurs revues illustrées et leurs portraits d'actrices américaines. Quant aux gens, je leur trouvais à tous des figures antipathiques. L'un avait un nez trop long, l'autre la bouche tordue, celui-ci les yeux comme pochés, celui-là les joues tombantes, la même Rome enfin, et les mêmes Romains. Tels je les avais laissés, tels je les retrouvais. Arrivé au pont Garibaldi, je m'accoudais au parapet et regardais couler le Tibre. Ce même Tibre avec ses eaux luisantes, gonflées et jaunes, les pontons amarrés des sociétés de sauvetage et l'habituel obèse en short en train de s'exercer à la rame fixe sous les yeux des habituels badauds. Pour me remonter le moral, je passais le pont dans l'idée d'aller à une certaine auberge de la ruelle, Del Zinc, dont le patron, Gigi, était l'unique ami que j'eusse au monde. Je dis que j'y allais pour me remonter. En réalité, j'étais également attiré par la boutique de rémouleur de Guglielmo, qui se trouvait non loin de l'auberge. Et en effet, à l'apercevoir de loin, mon sang ne fit qu'un tour, et je me sentis à la fois brûlant et glacé, comme si j'allais m'évanouir. À cette heure, l'auberge était déserte. J'allais m'asseoir dans un coin dans l'ombre et appeler à voix basse Gigi, qui, derrière le comptoir, lisait son journal. Il se leva, vint à moi et, me reconnaissant, m'embrassa avec élan, ne cessant de répéter qu'il était heureux de me voir. Et je m'en sentis tout réconforté, car, maman mise à part, il était le premier chrétien qui, depuis mon retour, me montrait un peu d'affection. Je m'assis, le souffle coupé, les yeux pleins de larmes, et lui, après quelques phrases de circonstance. Qui diable m'avait dit, Rodolpho, que tu allais revenir? Ah, je sais, Guglielmo. Je ne dis rien, mais à ce nom, je me sentis bouleversé. Comment l'aura-t-il su? Poursuivit Gigi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est venu me le dire avec une de ses figures. Il avait peur, ça se voyait. Peur de quoi? Dis-je sans lever les yeux. N'a-t-il pas dit la vérité? N'a-t-il pas fait son devoir de témoin? Et puis les gendarmes, ne sont-ils pas là pour le protéger? Tu es toujours le même, Rodolphe, fit Gigi en me tapotant l'épaule. Pas changé pour un sou. Lui, il a peur parce qu'il connaît ton caractère. Il dit qu'il n'avait pas cru te faire du tort. On lui intimait de dire la vérité, alors il l'a dite. Je ne soufflai mot, et Gigi, après une pause, reprit. Tu sais, je suis vraiment désolé de voir deux hommes comme toi et Guglielmo se haïr et avoir peur l'un de l'autre. Dis, veux-tu que je le rassure, que je lui dise que tu ne lui en veux pas, que tu lui as pardonné? Je commençai à comprendre où il voulait en venir et répondis. Ne lui dis rien. Pourquoi? S'informa-t-il prudemment. Tu lui en veux encore, après si longtemps? Le temps n'existe pas, dis-je. Je suis arrivé aujourd'hui, et, pour moi, c'est comme si ça s'était passé hier. Pour les sentiments, le temps n'existe pas. Allons, allons, insista-t-il, n'aie pas d'idée fixe, que t'importe. Tu connais bien la chanson. Oublions le passé et buvons un coup là-dessus. Quant à boire, je veux bien. Apporte-moi un demi-litre, du sec. Le ton était sec aussi, et, sans plus insister, il se leva pour aller chercher du vin. Mais en revenant, il ne voulut
versé tout de suite à boire, et tenant le pichet de côté, comme s'il voulait me poser une condition, il me demanda d'un air sérieux: Dis, Rodolpho, tu ne voudrais pas faire une bêtise? Verse, et ne t'occupe pas d'autre chose. Réfléchis, insista-t-il. Guglielmo est un pauvre homme et il a de la famille, une femme et 4 enfants. Il faut comprendre les choses. Verse, te dis-je, et laisse mes affaires tranquilles. Cette fois, il remplit mon verre, mais tout doucement et en me regardant. Prends un verre, lui répondis-je. Buvons ensemble. Tu es mon seul et mon vrai ami. Il accepta aussitôt, remplit un verre, s'assit et reprit. Justement, parce que je suis ton ami, je vais te dire ce que je ferai à ta place. J'irai chez Guglielmo spontanément, et je lui dirai: ne revenons pas sur ce qui a été. Embrassons-nous en frères et n'en parlons plus. Il tenait son verre à la hauteur de ses lèvres et me regardait fixement. Fratelli coltelli, répondis-je. Tu connais bien le proverbe. À ce moment, 2 clients entrèrent et Gigi, après avoir vidé d'un trait son verre, me quitta pour les servir. Je bus lentement mon demi-litre en réfléchissant. La pensée que Guglielmo avait peur ne me calmait pas. Au contraire, elle allumait en moi je ne sais quelle fureur. Le lâche, pensai-je, il a peur. Et je serrai mon verre épais comme si c'était le coup de Guglielmo. Oui, c'était un lâche qui, après m'avoir fait condamner par son faux témoignage, s'adressait à Gigi pour que je lui pardonne. Mon demi-litre bu, j'en réclamai un autre. Gigi me l'apporta. Te sens-tu mieux? As-tu réfléchi? Je me sens mieux, répondis-je, et j'ai réfléchi. Tout en remplissant mon verre, Gigi observa. Dans ces choses-là, il faut aller prudemment, ne pas se laisser emporter par le sentiment. Tu es du côté du bon droit, ça ne se discute pas, mais c'est justement pour ça que tu dois te montrer généreux. Je ne pus m'empêcher de remarquer aigrement: il t'a bien fait la leçon, Guglielmo. Il ne se froissa pas et, sincère: quelle leçon? Vous êtes mes amis tous les deux. Je voudrais que vous fassiez la paix, voilà tout. Je me remis à boire et, sans doute sous l'effet du vin, ma pensée se reporta de Guglielmo sur moi-même, et je revis en esprit tout ce qui s'était passé pendant ces 2 ans. Combien j'avais souffert, quelles avanies m'avaient été faites. Mes yeux s'emplirent de larmes, et j'eus grand pitié de moi et des autres en même temps. J'étais un malheureux, le tort ni la raison n'avaient rien à y faire. J'étais malheureux comme tant d'autres, comme tout le monde, et Guglielmo aussi était un malheureux, et Gigi et mon père et mon frère et ma mère et ma sœur, tous des malheureux. Maintenant je voyais Guglielmo avec d'autres yeux, et peu à peu j'en arrivais à penser qu'il avait peut-être raison, et que je devais me montrer généreux en lui pardonnant. Cette pensée me donna une haute idée de moi-même. Je fus content qu'elle me soit venue, car si, dans ma tête, j'étais convaincu que le pardon vaut mieux que la vengeance, il fallait pour
pense plus à tout ça. C'est fini maintenant. Et il ajouta après un instant, allons, allons de ce pas chez Guglielmo. Vous vous embrassez un ami, et puis vous venez boire ici le verre de la réconciliation. J'essuyai mes larmes et dis, allons chez Guglielmo. Sortis de l'auberge, nous fîmes une cinquantaine de mètres, et puis de l'autre côté de la rue, entre une boulangerie et un marbrier, je vis la boutique du rémouleur. Guglielmo non plus n'avait pas changé, petit, blême, grassouillé et chauve, avec cette figure mielleuse de Judas ou de sacristain. Je le reconnus tout de suite. Il se tenait de profil devant sa roue, et il était si occupé à aiguiser son couteau, le tournant et le retournant sous la goutte d'eau qui humidifiait la pierre, qu'il ne nous vit pas entrer. Au premier regard, je sentis que mon sang se révoltait. Non, il ne me serait pas possible de l'embrasser comme le voulait Gigi. Je lui aurais plutôt arraché l'oreille avec mes dents, presque malgré moi. Et puis Gigi, d'une voix triomphante, annonça « Guglielmo, voilà Rodolfo qui est venu te serrer la main. Le passé est le passé. » Je vis Guglielmo pâlir et faire un geste, comme s'il voulait se réfugier au fond de la boutique. Alors, tandis que Gigi nous encourageait, « Eh bien, embrassez-vous et qu'on n'en parle plus. » Quelque chose me prit à la gorge, et ma vue s'obscurcit. « Lâche, tu as ruiné ma vie. » Et je me précipitai sur lui en essayant de le prendre par le cou. Il poussa un hurlement, encapon qu'il était, et courut au fond de la boutique. Il avait mal calculé, car devant ces étagères pleines de couteaux, un saint lui-même n'aurait pas pu résister, et moi qui attendais cette minute depuis des années. « Rodolfo !» criait Gigi, « tiens-toi tranquille, retenez-le !» Guglielmo hurlait comme un porc qu'on égorge, et moi, ayant saisi un couteau parmi tant d'autres, je m'élançai contre lui. Mon intention était de le frapper dans le dos, mais il se retourna pour parer le coup, et je l'atteignis en haut de la poitrine. Je levai déjà le bras pour porter un second coup, mais quelqu'un me saisit le poignet, et je me retrouvai dehors, entouré de gens qui criaient et qui, dans la frénésie de la bagarre, cherchaient à me frapper. Au revoir. J'avais dit au revoir au directeur de Porto Longone et, en effet, le soir même, je me retrouvai dans une cellule de Regina Coeli avec 3 autres types. Pour me soulager, je leur racontai mon histoire. Alors l'un d'eux, qui semblait plus instruit, remarqua « Mon pauvre vieux, quand tu lui as dit au revoir, c'était ton subconscient qui te faisait parler. Tu savais déjà ce que tu allais faire. » Peut-être avait-il raison, lui qui parlait avec de si grands mots et qui savait même ce que c'est que le subconscient. Mais en attendant, j'étais pris, et cette fois, c'est la liberté